Bonjour, et bien dans ce deuxième forum des futurs désirables, nous allons démarrer cette session, cette journée par une keynote, comme on dit en bon français, c'est-à-dire par une petite conférence introductive de Raphaël Besson. Alors Raphaël, tu as une formation d'économiste, tu as passé une thèse en urbanisme et en sciences du territoire, tu as fondé l'agence Ville Innovation en 2013, tu es chercheur associé au labo Pacte du CNRS à l'université Grenoble-Alpes, cofondateur du LUCAS. Alors le LUCAS, c'est le laboratoire d'usage culture, art, société. Auteur du livre Pour une culture des transitions, voilà, que vous allez pouvoir aussi vous procurer à la boutique du Quai des Savoirs, si vous ne l'avez pas encore. Tu as étudié en fait les tiers-lieux, la médiation numérique, les projets culturels alternatifs et participatifs. Et tu vas nous parler ce matin, tu vas essayer de répondre à la question, est-ce qu'il est possible d'imaginer des futurs désirables ? Exactement. Merci beaucoup Laurent pour cette invitation. Bonjour à tous. Alors effectivement, voilà la question que m'a posée Laurent il y a à peu près 3-4 mois, est-ce qu'on peut imaginer des futurs désirables? Je vous avoue, j'ai eu quelques difficultés au début, et puis surtout j'ai eu une première idée totalement absurde qui m'est apparue, c'est que au fond, le futur, c'était mieux avant. Alors c'était ma première réflexion, et je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin que ça après, hein, je vous rassure. Mais cette première idée, c'est que le futur, c'était mieux avant, c'est-à-dire que, au fond, le futur, c'était assez pratique dans les années 60-70, c'est-à-dire qu'on fonctionnait sur des logiques plutôt de prévision, où au fond, on prolongeait des tendances existantes, il n'y avait pas trop de problèmes financiers, donc a priori, les hypothèses qu'on formulait dans les années 60, eh bien, se trompaient pas trop, enfin, il n'y avait pas trop d'erreurs par rapport aux années 70, donc tout ça fonctionnait plutôt bien. Et puis, au fond, eh bien, on avait des personnes assez proches, hein, du point de vue des capitaux sociaux, culturels, économiques, hein, plutôt des hommes blancs hein, de 60 ans qui pensaient l'avenir du monde et de nos territoires, et qui avaient au fond une représentation du monde assez similaire. Donc c'était pratique effectivement, hein, la manière de penser le futur dans les années 60 ou 70, pendant cette période des 30 glorieuses. Et au fond, on partageait un imaginaire aménageur assez commun et assez simple. C'était fondé essentiellement sur cette idée d'extension sans limite des métropoles, sur cette idée de métropolisation, d'attractivité des capitaux, des individus, des habitants, sur le développement continu de l'automobile. On n'était pas encore sur des réflexions sur ces multiples formes, on va dire, de mobilité. Et puis on était vraiment imprégné par l'urbanisme fonctionnaliste, c'est-à-dire que toute l'idée, c'était au fond, que pour optimiser l'aménagement de nos territoires et de nos espaces, quelque part, il suffisait d'hyper spécialiser des espaces, donc construire des campus universitaires d'un côté, des technopoles, des bibliothèques, des centres résidentiels. Bon, tout ça fonctionnait plutôt bien, était assez bien huilé. Et puis on pensait au fond, la ville et les territoires sans le vivant non humain, sans les écosystèmes naturels, au fond sans les habitants, sans la société, on va dire en général. Et puis on pensait aussi l'habitat donc dans les années 60 où il y a eu toute une série effectivement de reconstructions, hein, et bien d'abord comme une manière de s'abriter, de se loger, avant de penser en fait le trait fondamental de l'habitat. Donc Heidegger avait écrit à ce moment-là, hein, qui était extrêmement critique par rapport à ces grands programmes d'habitat, et qui lui nous disait que habiter, c'est d'abord et avant tout trouver sa place dans le monde, et ça, on n'était pas vraiment là-dedans à l'époque. Donc c'était assez pratique, et surtout on pensait le futur sans penser les externalités, donc potentiellement ces externalités négatives, hein, qui pouvaient potentiellement se produire en pensant effectivement un monde et des territoires urbains désencastrés du vivant non humain ou désencastrés encore de la société. Alors le problème, c'est qu'il y a eu une revanche des externalités. Alors là, je pique l'expression à Yann Moulier-Bouton, hein, qui est un économiste que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et qui nous parle de revanche des externalités. C'est-à-dire que, au fond, notre système ne fonctionnait pas, notre manière de penser le futur, parce que on constate aujourd'hui effectivement la perte de biodiversité, le changement climatique, l'augmentation de la pollution, l'accroissement des inégalités, le délitement du lien social, la privatisation des communs, et puis la liste serait extrêmement longue. Donc, ça n'a pas vraiment marché, en tout cas cette manière de penser le futur, et on est plutôt face à une forme
de tragédie. C'est pour ça que j'étais assez amusé quand tu m'as proposé de parler de futur désirable. J'ai trouvé ça plutôt tragicomique. Donc je me suis lancé quand même dans l'exercice et je me suis dit, c'est quoi ces futurs désirables et surtout comment est-ce qu'on commence à les travailler. Alors après, je vais être un peu plus optimiste. Je suis désolé que je commence par vous plomber un tout petit peu. Alors on va continuer. Alors par rapport à cette manière de penser les futurs désirables, je me suis dit, il y a des limites des approches académiques. Fondamentalement, l'accumulation des connaissances scientifiques, notamment depuis le premier rapport Meadows sur effectivement l'état on va dire, d'effondrement possible de notre planète, eh bien, cette accumulation des rapports scientifiques n'a pas fait que naturellement, nous, individus, nos organisations, nos sociétés se sont transformées et ont réussi à changer leur système organisationnel, institutionnel. Il n'y a pas du tout de lien naturel entre connaissances scientifiques et capacité à pouvoir effectivement adapter nos régimes dominants de production urbaine et territoriale, pour ce que je connais, en tout cas au regard de ce que nous raconte la connaissance scientifique. Moi, je travaille beaucoup sur les questions, on va dire, plutôt d'urbanisme alternatif, d'urbanisme participatif, d'urbanisme qui, à un moment donné, va considérer les écosystèmes naturels, penser ce lien à ce vivant non humain. Il y a une prolifération de production sur ces questions-là, depuis à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années. Je connais bien les chercheurs qui travaillent dans ces domaines-là. Et force est de constater que ces productions académiques et scientifiques se multiplient. Et inversement, j'observe pas du tout de transformation de nos régimes, de nos manières de fabriquer et de penser les villes et les territoires. En tout cas, c'est totalement marginal. Donc ça, c'est un constat terrible. Et en tout cas ça note, si vous voulez, ça dénote des limites, effectivement, de ces approches académiques. Et puis, dernier point là-dessus, c'est toutes les transition studies, qui sont des études scientifiques qui analysent effectivement les transitions, ce qui pourrait, à un moment donné, effectivement, nous permettre de commencer à penser des futurs désirables. Et souvent, ces transition studies sont, on va dire, focalisées sur l'évolution des systèmes techniques, des systèmes technologiques, des systèmes organisationnels ou de gouvernance, et finalement restent assez imprégnés de cette idée de déterminisme technologique. Et j'en viens à la deuxième limite, c'est finalement l'illusion technologique. Alors là, on baigne en plein là-dedans, on va avoir quelques débats, ça va être pas mal. L'illusion technologique, en tout cas la manière dont on pense la technologie pour penser nos villes et nos territoires. Alors moi j'ai commencé à travailler il y a maintenant 15-20 ans, et à l'époque c'était un peu le délire des smart cities. Vraiment cette fascination sur les technologies numériques qui pourraient répondre à l'ensemble des maux de nos sociétés urbaines, à répondre aux problématiques de mobilité, problématiques de déchets, problématiques de sécurité, problématiques d'inégalité. Et vraiment cette conviction, c'est ça qui me fascinait. J'ai aucun problème avec la technologie, mais c'est juste à un moment donné ce manque de distance qui me fascine. Cette conviction que la technologie, par elle-même, pouvait répondre à l'ensemble des maux de nos sociétés. Et d'une certaine manière, c'est pas ce qu'on voit ici, je vous rassure, mais d'une certaine manière, l'IA aujourd'hui reprend un peu ce principe selon lequel, a priori, une nouvelle technologie externalisée par rapport à nos sociétés, nos problématiques, pourrait à un moment donné répondre à l'ensemble des maux de nos sociétés. Potentiellement des discussions sur la capacité à pouvoir, sait-on jamais, résoudre le problème des guerres dans l'autre monde. Donc beaucoup de questions là-dessus, et puis on pourra revenir sur justement l'IA et la nécessité absolue de créer effectivement de vrais espaces, on va dire, de rencontres, d'interaction entre les technologies et la société, d'appropriation sociale effectivement de ces nouvelles technologies. Et on n'y est pas du tout encore. Et puis les limites réglementaires. Alors là, j'ai fait exprès. J'ai mis les ZAN, les ZFE, les PAT, les DPE, les PCAET. Voilà, c'est ça nos politiques de transition territoriale. Donc, zéro artificialisation nette, zone à faible émission, plan alimentaire territorial. Ce que je veux vous dire par là, c'est que notre manière de penser, la manière dont nos politiques publiques pensent effectivement cette transition territoriale, c'est d'abord et avant tout avec une approche réglementaire. Avec cette idée que finalement, en proposant une loi, la loi climat et résilience en 2021, tout ça allait naturellement, évidemment, fonctionner et s'adapter. Nos sociétés allaient s'adapter. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on voit. C'est-à-dire les ZFE, pour l'instant, j'attends toujours que ce soit mis en place. Pour l'instant, je n'arrive pas à avoir vraiment de cas de développement réel de ZFE. La ZAN, la zéro artificialisation nette, qui pose le principe selon lequel, en 2050, on ne pourra pas artificialiser 1 mètre carré de sol au regard du fait que ça dépend de la survie humaine, tout simplement. Je reprends des rapports scientifiques. La survie de l'humanité. Les responsables de l'application de
de cette loi, de ces objectifs ZAN, au ministère de la Transition écologique, se casse totalement les dents pour mettre en œuvre ce type de politique. Et ce qu'on voit fatalement, c'est quelque part une autoroute. C'est une autoroute pour, on va dire, toute une série de réflexions plutôt populistes par rapport à ces politiques de transition territoriale. Alors, je vous mets quelques citations glanées dans les différents journaux. Alors, je cite, ça me fascine les titres. L'écologie à fragmentation bureaucratique. En fait, la loi climat et résilience, qui pose les principes de la ZAN, c'est une bombe à fragmentation bureaucratique et liberticide dont les premières victimes sont les classes populaires et moyennes. La zéro artificialisation nette, c'est une loi ruralicide. L'écologie antisociale va dans le mur. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que fondamentalement, ce que ça nous raconte, c'est que le substrat culturel de nos sociétés n'est pas du tout, pour l'instant, aligné avec ces politiques de transition territoriale, qui sont des politiques radicales. Et si le substrat culturel de nos sociétés n'est pas adapté, à minima, c'est les mouvements des Gilets jaunes plus qui va se produire. Et en tout cas, c'est un boulevard et une autoroute pour toute une série d'analyses plutôt populistes de ces questions de transition. Donc fondamentalement, ces transitions territoriales, eh bien, j'en suis arrivé à la conclusion, et sur la possibilité, si vous voulez, de penser un avenir plutôt souhaitable, eh bien, ça passera moins par des logiques réglementaires, moins par des aspects essentiellement technologiques, moins par toute une série d'éléments techniques ou encore technologiques, que par fondamentalement une approche, si vous voulez, culturelle. Parce qu'il s'agit avant tout de penser les transformations culturelles induites par ces politiques de transition territoriale. C'est-à-dire que ça nous oblige d'une certaine manière à repenser nos imaginaires aménageurs fondés sur l'extension sans limite de nos métropoles. Ça nous oblige à sortir de cette idée de, pour 60-70% des Français qui rêvent d'avoir une maison individuelle avec jardin, ce qui rajoute une petite complexité. Ça nous oblige à un moment donné à penser autrement notre rapport au vivant non humain et pas considérer les infrastructures urbaines, les architectures, juste comme des infrastructures prédatrices du vivant et des écosystèmes naturels, mais potentiellement comme des espaces aussi pouvant régénérer les écosystèmes naturels. Et puis ça nous oblige fondamentalement, alors là je reprends l'économiste Bouba Olga, à nous désintoxiquer de la CAM. Il nous dit, c'est un économiste, si on veut penser des sociétés durables ou un avenir à peu près souhaitable, il faut fondamentalement sortir de ce mythe, de cette mythologie, donc de la CAM, pour compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Et c'est un économiste qui nous le dit, c'est pas le seul. Vous avez Jérémy Rifkin, vous avez Magali Talandier aussi en France, plein d'économistes qui vous disent fondamentalement les questions économiques sont beaucoup plus en fait aujourd'hui une question de transformation de nos représentations et de nos imaginaires. D'où cette question, qu'est-ce que les arts et la culture ont à nous dire par rapport à ces enjeux de transition territoriale et par rapport effectivement à cette possibilité de pouvoir penser un avenir souhaitable? Alors quand je me suis posé cette question, idem, je suis allé voir du côté des politiques culturelles, la manière dont pouvaient fonctionner les politiques culturelles. Je suis allé voir des projets culturels de territoire, des schémas départementaux d'enseignement artistique. J'ai fait le job, des schémas de lecture publique. Et fondamentalement, je me suis rendu compte que les politiques culturelles ne posaient pas la question des transitions. En fait, ne posaient pas cette question, quelle est la spécificité des arts et de la culture dans cette réflexion sur un avenir souhaitable, un avenir durable et la possibilité effectivement de faire transitionner nos sociétés. J'ai plutôt observé, si vous voulez, une logique d'hypersectorisation, de professionnalisation, d'autonomisation finalement des politiques culturelles du reste de la société. D'ailleurs, c'était Joël Zask, qui était là l'an dernier, qui dit souvent que finalement les politiques culturelles telles qu'elles ont été construites dans les années 80-90 ont fondamentalement arraché les arts et la culture de la société. Donc j'ai été face à ça, si vous voulez, donc pas vraiment de réponse. Et puis, quand même, je relativise, il y a effectivement cet enjeu des transitions qui est pris en compte par les politiques culturelles, mais beaucoup plus par rapport aux prises de la décarbonation de la culture. On va dire qu'il faut, à un moment donné, penser la transition écologique du secteur culturel. Donc c'est passionnant, c'est fascinant, c'est très important ce type d'écrit sur la réduction des déchets, sur la prise de conscience de l'impact écologique des équipements culturels, mais fondamentalement, ça ne répond pas à ma question. Quelle est la spécificité, la place des arts et de la culture dans les transitions territoriales? Si je tire un peu les traits, quelle est fondamentalement la différence entre la décarbonation du secteur culturel et la décarbonation du secteur automobile? Bon, c'est scandaleux de poser cette question, mais
peut légitimement effectivement poser cette problématique. Alors par rapport à ça, et c'est là où j'en arrive enfin à voir le côté un tout petit peu optimiste de tout ce que je vous raconte, le côté un tout petit peu optimiste de tout ça, et la possibilité de penser des futurs effectivement souhaitables et désirables, eh bien, c'est cette myriade, alors j'ai fait exprès d'avoir cette diapo, cette myriade on va dire, d'acteurs qui proposent des approches multiples, des approches culturelles des transitions territoriales, qui fondamentalement vont poser cette question sur le fait de travailler sur les imaginaires, sur travailler sur l'évolution de nos représentations, sur travailler à l'émergence d'une culture de la coopération, sur travailler sur des formes, si vous voulez, d'expériences artistiques collectives et communes, sur un autre rapport possible aux vivants non humains, qui vont à un moment donné travailler au développement de projets collectifs, hybrides, à la fois social, économique, écologique, mais qui permettent effectivement à tout à chacun de pouvoir agir ici et maintenant dans l'espace public. Donc ça, si vous voulez, ces acteurs-là, comme les acteurs d'ailleurs de la culture scientifique, chacun travaille à sa manière, sur ses multiples approches, mais chacun travaille un peu dans son coin. Donc vous avez, si vous voulez, une multitude d'expérimentations qui sont pour moi les prémices de ce que pourrait être véritablement l'apport des arts et de la culture dans cet enjeu de penser un avenir souhaitable. Alors par rapport à ces différents acteurs et ces différentes approches, ce qui est important aussi de noter, c'est que vous allez avoir des acteurs très formels, on va dire des politiques culturelles, des centres d'art contemporains, des centres de culture scientifique, beaucoup d'artistes, on va le voir tout à l'heure, des artistes numériques, des artistes contemporains qui travaillent de plus en plus sur ces questions justement de notre rapport à la Terre, de notre deal avec le vivant non humain. Beaucoup de productions qui vont dans ce sens-là. Vous avez des acteurs un peu plus hybrides, qui sont en fait les acteurs de l'urbanisme culturel, comme par exemple l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, qui nous dit que si on veut commencer à penser des futurs souhaitables, il faudrait peut-être s'intéresser à l'inconscient des territoires, aux névroses ancrées dans les territoires. Il y a des traumatismes profonds qui sont spécifiques à des territoires, la désindustrialisation, le traumatisme de la perte de vitalité des centres-bourgs, des villes moyennes. Enfin voilà, il y a des traumatismes profonds dont il faut parler si on veut réussir à un moment donné à se projeter. D'autres acteurs comme le Polo, par exemple, acteur de l'urbanisme culturel, qui est extrêmement intéressant sur tout ce travail pour penser justement ce rapport à aux vivants non humains, avec notamment l'expérience, le Parlement de Loire, qui aujourd'hui commence à être assez connu, qui à travers toute une série d'expériences collectives, artistiques, d'écriture collective, de récits, a permis de regarder autrement la Loire et de pouvoir commencer, au-delà d'un exercice purement théorique, purement juridique, à se dire que la Loire pouvait être potentiellement une personnalité juridique à intégrer pour penser effectivement le développement de ce territoire. Alors je ne vais pas multiplier les exemples, vous avez aussi des friches culturelles, vous avez aussi des acteurs, juste pour terminer là-dessus, ça c'est important, des acteurs culturels qui s'ignorent, des acteurs culturels on va dire non formels. Je pense là à tous ces acteurs de l'économie sociale et solidaire qui font un travail considérable sur un moment donné, nous donner une autre lecture, notamment de l'économie. Sortir d'une vision de l'économie désencastrée, des enjeux sociétaux, une vision de l'économie essentiellement pensée sous le prisme d'un égoïsme profond des entrepreneurs et ce fameux mythe du self-made man, et qui nous propose une autre lecture, un autre récit de ce que pourrait être effectivement l'approche et l'apport de l'économie dans cette possibilité de penser des futurs souhaitables. Donc vous voyez, je suis plein d'entrain, plein d'optimisme. Il y a plein de choses qui se produisent. Et on peut y arriver. On peut y arriver, mais pas tout à fait. Alors je recommence à devenir un peu plus pessimiste, je suis désolé. Parce que c'est cette question fatale des limites du governing by experiment, qui est un modèle de gouvernement par l'expérimentation. Ce que je veux vous dire par là, c'est que toutes ces approches, elles sont multiples. Elles ne sont pas travaillées entre elles, entre les acteurs de l'urbanisme culturel et les acteurs de la culture scientifique. Je ne pense pas qu'il y ait des porosités, il y en a quelques-unes, mais on sent qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas à approfondir. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ces approches-là, au fond,
elles fonctionnent comme une espèce d'accumulation comme ça d'expérimentation, qui vont développer des choses extrêmement intéressantes pour enclencher effectivement une dynamique de transition, parce qu'elles vont favoriser la création de communautés, parce qu'elles vont donner une autre lecture possible des récits de territoire, et j'en passe. Mais fondamentalement, à aucun moment, ça va transformer nos régimes dominants de production urbaine, de production territoriale. Fondamentalement, les grandes opérations d'aménagement, hein, les grandes opérations d'intérêt national, par exemple, fonctionnent très différemment et à l'envers de tout ce que je viens de vous raconter sur ces approches culturelles des transitions. Les schémas de cohérence territoriale ne fonctionnent pas vraiment de cette manière. Les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ne sont pas encore tout à fait adaptés à la possibilité, à un moment donné, de penser à un futur souhaitable. L'autre question, c'est souvent cette réduction des approches culturelles et de transition aux récits, aux imaginaires. Alors là, il faut faire attention. C'est très important, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est important parce qu'effectivement, ça permet à un moment donné d'enclencher, je vois Ariel Kirou, du coup, des souvenirs du futur en commun, ce qui semble absolument essentiel, mais fondamentalement, je me pose beaucoup de questions sur le fait de réduire l'approche culturelle de ces transitions aux récits et aux imaginaires. Et souvent, quand vous allez gratter, ma grosse question, c'est dans quelle mesure on dépasse finalement des récits archétypaux, c'est-à-dire entre, d'un côté, les récits de l'effondrement, hein, de l'autre, des récits qu'on voit apparaître depuis 5-6 ans en disant arrêtez d'être pessimiste, d'être déprimé, il faut absolument penser le futur souhaitable, ce que vous faites. Donc, avec derrière, par exemple, les 2030 glorieuses, voilà, tout irait bien a priori, tout se passe bien, voilà. Et puis d'autres qui vont être fascinés, encore une fois, par l'IA, on voit bien tous les récits qu'il peut y avoir, et d'autres qui vont être complètement imprégnés de cette idée que finalement les humains sont un peu des parasites dans les écosystèmes naturels et qu'il faut fondamentalement se reconnecter aux vivants non humains, et l'humain est un problème, en tout cas, dans ces écosystèmes naturels. Je caricature évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas sûr que ces récits, fondamentalement, nous ouvrent naturellement la voie et que souvent on a ces formes d'archétypes. L'autre chose, c'est que par rapport à ces approches culturelles des transitions, par rapport à ces récits, on a du mal, alors là, ça va être un tout petit peu complexe, mais pas trop, à sortir, si vous voulez, de dilemmes qui se posent pour les politiques urbaines et territoriales. On a encore beaucoup de difficultés à penser cet entre-deux-là, ce VS-là, entre d'un côté des approches utopiques et dystopiques, de l'autre des approches beaucoup plus artistiques, culturelles ou des approches technologiques. On a beaucoup de difficultés à penser en même temps l'expérimentation, la possibilité de se planter, de tâtonner, de faire des erreurs, et de penser des politiques de planification, des politiques institutionnelles. On a toujours ces cadres entre l'alternative d'un côté et l'institution de l'autre, hein, et toujours ces lieux communs qu'on trouve beaucoup en France sur l'institutionnalisation, qui serait nécessairement productrice de normalisation, d'écrasement d'une créativité sociale originelle. Enfin voilà, on baigne là-dedans. Et on a beaucoup de difficultés à aussi penser la place du citoyen. C'est pas très clair, c'est-à-dire entre qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment on donne les clés aux citoyens de la fabrique urbaine et territoriale en leur disant voilà les outils pour agir ici et maintenant dans votre espace public et répondre à ces grands défis sociétaux, écologiques qui dépassent quelque part nos institutions, ou est-ce qu'on est dans une logique d'instrumentalisation plutôt effectivement de la contribution citoyenne? Comment est-ce qu'on pense en même temps les communs, l'économie non marchande, et en même temps ces modèles économiques fondés sur le capitalisme? Comment on arrive à travailler de manière beaucoup plus intriquée sur ces problématiques-là? Et puis sur les politiques culturelles, je ne veux pas vous assommer, mais on retrouve les éternels dilemmes des politiques culturelles. C'est-à-dire entre d'un côté, on va dire les lieux intermédiaires, les tiers-lieux culturels, les lieux alternatifs, les squats d'artistes, et puis de l'autre, les équipements labellisés, les bibliothèques, entre les défenseurs des droits culturels, d'une culture populaire, la reconnaissance de la diversité des pratiques culturelles et artistiques des habitants, et puis de l'autre, beaucoup plus ces cultures académiques. Donc beaucoup, si vous voulez, je ne vais pas tout décrire, mais on a fondamentalement beaucoup de difficultés à penser cet entre-là. Et ce que je veux dire par rapport à ces futurs souhaitables, il est fondamental aujourd'hui qu'on arrive à créer ces espaces, à multiplier ces espaces qui nous permettraient de penser effectivement cette complexité. Alors, juste, décidément, vous allez vous dire que je suis complètement déprimé parce que j'ai écrit pour une pensée du gris. Et je ne suis pas du tout déprimé, par contre, je suis daltonien. Alors, j'ai vu un bouquin récemment d'un philosophe, là, donc c'est pour une théorie politique du gris. C'est la semaine dernière, je me suis dit, ce bouquin est adapté pour moi. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
extrêmement intéressant parce qu'il nous invite effectivement à penser ce fameux gris et en disant que ce n'est pas une opposition voilà, d'un côté entre le noir et le blanc. Le gris, ça peut avoir une multitude de nuances et de rentrer là-dedans, dans cette complexité-là. Voilà, il nous invite à ça, en tout cas ce philosophe, et ça me semble extrêmement intéressant. Et en tant que daltonien, certes, je ne vois pas le rouge et le vert, mais par contre, j'ai effectivement cette capacité que vous n'avez pas, sauf si vous êtes aussi daltonien, à avoir 1000 nuances de gris. Voilà. Donc dans le gris, le marron, le sépia, je suis un expert. Voilà. Donc je vous invite, pour penser des futurs désirables et souhaitables, à penser le gris. Et plus sérieusement, et j'en finirai là sur mon introduction, en fait, bon, bah voilà, c'est cet ouvrage qui à la fois analyse toutes ces formes, ces approches culturelles, artistiques et des transitions territoriales qui, à mon sens, sont absolument pas suffisamment considérées, légitimées, travaillées par notamment l'académie, par les sciences, comme des approches crédibles et fondamentales pour penser effectivement ces futurs souhaitables, et qui, à un moment donné, osent le pari et l'hypothèse de bâtir des politiques culturelles des transitions territoriales. Alors ça veut dire beaucoup de choses, ces politiques culturelles des transitions territoriales, mais il y a cette idée, si vous voulez, d'accompagner, de légitimer, de développer toutes ces approches culturelles des transitions dans le cadre effectivement de politiques publiques. Donc il y a ce pari de l'institutionnalisation, mais je pense qu'on est capable de penser une institutionnalisation et des processus intelligents par rapport à ce que nous racontent ces approches culturelles des transitions, dans le cadre de politiques culturelles des transitions territoriales multiples, qui peuvent se penser effectivement à l'échelle nationale, à l'échelle de différents territoires, des quartiers, des intercos, des départements, à l'échelle d'une variété, en tout cas, de politiques publiques. Et c'est l'hypothèse qu'on fait dans ce bouquin. Voilà. Merci Raphaël. Oui, on peut l'applaudir. Merci pour ce panorama. Merci de nous avoir donné le moral ce matin et de nous booster donc, vers des futurs désirables. On y croit quand même. Peut-être quelques petites questions et puis après, vous pourrez aussi interagir avec Raphaël dans les pauses. Je ne sais pas à quelle heure tu pars. En début c'est bon, finalement c'est bien, j'ai la journée. C'est parfait, comme ça on pourra rediscuter avec lui. Moi, une première réaction à la lecture de ton bouquin aussi, qui est sur finalement, est-ce que ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu attends des artistes et du milieu culturel qui travaillent dans une forme d'acceptabilité des mesures radicales que nécessite la situation face à laquelle on doit faire face et pour ces transitions. Est-ce qu'on est dans ces politiques d'acceptabilité, quelque part, ça pourrait y faire penser, et pour nous, qui viennent du milieu de la culture scientifique en particulier, c'est vrai qu'on a eu aussi dans notre histoire des injonctions d'acceptabilité des nouvelles technologies aussi. Donc quelque part, est-ce qu'on pourrait faire une forme d'équivalence ou s'interroger sur finalement la place de l'art, de la culture, de la création dans des politiques un peu supérieures? Alors, je ne parlerai pas du tout d'acceptabilité. Acceptabilité, ça voudrait dire que ces ZAN, ces ZFE, je caricaturais tout à l'heure sur les débats, mais il y a des vrais débats derrière les ZAN, les ZFE, toutes ces politiques de transition territoriale. Et je pense que c'est moins des politiques d'acceptabilité, parce que je pense qu'ils vont se casser les dents. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Il y a beaucoup d'artistes qui interviennent dans ces... C'est ça, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que les artistes, ces approches culturelles, ces acteurs culturels, doivent d'abord et avant tout créer de vrais espaces de débat et de rencontres, d'interaction, et rentrer dans cette complexité-là. Et à mon avis, les formes artistiques, des formes culturelles multiples, la possibilité de vivre des expériences en commun, de rapporter en commun des souvenirs du futur, des cinémas, voilà, t'es en face, du coup je pense à ça immédiatement. On va vous laisser tous les deux là. Eh bien, le fait de pouvoir expérimenter en commun, de construire, alors je reprends systématiquement cet exemple, mais du coup j'aime beaucoup, parce que ça m'a marqué, de construire en commun un banc dans un espace public. Chose totalement anecdotique a priori. Mais c'était des moments qui m'avaient fasciné quand j'observais les laboratoires citoyens de Madrid. C'est-à-dire que vous aviez des artistes, justement, à la fois des architectes, des artistes, des designers, des urbanistes qui étaient dans ces logiques d'urbanisme collaboratif, qui travaillaient sur ces formes de fabrique collective, effectivement, tout simplement, de mobilier en bas de chez soi dans un espace public. Et en fait, ce qui était fascinant, c'était de se rendre compte que les gens éprouvaient, expérimentaient ce que pouvait signifier l'intelligence collective, une espèce de gros mot absolument effrayant. Et je vous conseille, c'est extrêmement compliqué de parler de l'intelligence collective, de cette forme collaborative, de faire l'expérience de la diversité des savoirs,
des savoirs experts, d'architectes, de savoirs d'artistes, la manière de pouvoir aussi regarder autrement, différemment un peu les choses, décaler le regard, de ce savoir d'usage sur, effectivement, tout simplement le boucher du coin qui a une expérience et un savoir sur la manière dont, a priori, les usagers, les habitants travaillent et leur rapport à l'espace public. Faire l'expérience de ça, en fait, de la rencontre de l'autre, mais faire cette expérience-là, c'est fondamental. Donc, je prends cet exemple du banc, qui paraît a priori anecdotique, de la construction collective d'un banc. Eh bien, ça permet de faire l'expérience de l'intelligence collective, de la complexité, de la nécessité de pouvoir effectivement faire se rencontrer une diversité de savoirs, au fond, de potentiellement faire l'expérience de ce que pourrait être un avenir souhaitable ou désirable. J'arrive pas à le dire le mot désirable, décidément. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour cette intervention. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on va enchaîner sur les autres tables rondes. Marina, je crois que c'est à toi. Exactement. Donc, Merci, Raphaël. merci beaucoup, Raphaël.